Pour moi, c'est ça qui me semblait intéressant sur le mal Alors, je dans sais pas dans si dans quelqu'un veut réagir par rapport à la question du mal. Sora ou Webster? Parce que c'est vrai bah, vous me coupez hein, quand vous voulez, quoi. Moi, j'ai l'impression, en fait, c'est pas une question de relativisme, en fait. C'est une question de trajectoire. De la même façon que pour moi, le personnage d'Eren dans SNK a quelque chose de l'ordre d'une matrice spatiale. C'est une réduction, un agrandissement de l'espace. Et toute l'œuvre d'SNK est sur ce truc-là. Pour moi, il y a un petit peu cette métaphore du magnétisme, en fait, qui est quand même très, très présente. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le caractère centrifuge, en fait, des mécanismes qui organisent cette œuvre. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que, si on reprend un petit peu dans le détail, et après on parlera des éclipses successives, on a un Goethe qui veut pas être enterré, qui veut pas être happé par le rêve de Griffith. Et donc, qui décide de prendre ses distances vis-à-vis de la troupe du Faucon. Et en prenant ces distances, alors là, je vous renvoie aussi à une analyse que j'ai pu déjà mener. J'en profite un peu parce que forcément, ça renvoie à des choses auxquelles j'ai déjà un petit peu réfléchi. C'est une analyse que j'avais pu proposer dans le cadre de l'habitant de l'infini. Ça veut dire que la jeune fille, Rin, pour pouvoir accomplir sa vengeance, doit adopter, s'approprier les principes qui ont abouti à la destruction de son clan. Et on n'a pas un point B qui est posé à l'horizon d'un point A originel, mais on a un point B qui flotte et qui va se retrouver dans une légitimation contraire vis-à-vis de l'itinéraire initialement emprunté. Pour parler un petit peu plus simplement, j'ai l'impression qu'on a ici quelque chose qui va se jouer, c'est qu'au moment où Goetz décide de quitter la troupe du Faucon. Alors moi, je quitte l'arc conviction là et je reviens sur le premier. Mais c'était bien que tu sois allé faire un tour de ce côté-là. C'est-à-dire que on a dans le premier arc un Goetz qui décide de quitter la troupe parce que il veut plus être inféodé aux rêves de Goetz. Décidant de quitter la troupe, forcément, face à un personnage comme Griffith, il se retrouve là, plus face au Griffith flamboyant, mais plutôt au Griffith adolescent, qui tape du pied, qui refuse que sa chose, sa créature, s'éloigne de lui. Il provoque Guts en duel et il perd. Griffith perd en duel. Après avoir perdu en duel, Guts s'éloigne, Casca voit Guts s'éloigner, et Griffith fait une bêtise pour la première fois de sa carrière. Il fait une bêtise. Il n'est pas assez vigilant. Il vient une nuit moite, une nuit humide, une nuit de pluie à la fenêtre de Charlotte. Alors qu'elle lui était proposée sur un plateau, en fait, il y a une misogynie quand même présente dans l'œuvre de Berserk sur lequel il faudrait revenir. Et donc, salut Drams, merci d'être venu, c'était intéressant tes, tes différentes réflexions, quoi. C'était cool de t'avoir. Et la prochaine fois, viens parler avec nous. Et en fait, on a un Griffith qui fait une bêtise, qui est pas vigilant, et il y a une servante qui voit Griffith faire l'amour avec Charlotte, donc à travers le Judas de la porte, et ce qui va provoquer la chute, la première chute de Griffith. Mais chute qui était presque nécessaire en fait, quoi, et qui va amener le magnétisme et la réunion en fait de Goetz avec la troupe de Faucon en fuite un petit peu plus tard, et un Goetz qui ressauve Casca, qui se dévoile à Casca, les deux qui se croisent, qui s'embrassent, qui s'imprègnent l'un de l'autre, qui font l'amour, qui se découvrent, qui affrontent leurs contradictions chacun, qui n'ont jamais été aussi proches dans le manga que dans cette scène-là, s'il faudrait voir un petit peu sur les chapitres finaux, quoi. Et du coup, cette tension entre l'éloignement et le rapprochement aboutit à
Ce qui sans doute devait arriver narrativement, mais il n'y a pas une question de destin en fait. C'est un Griffith meurtri au milieu de la fange, dans un lac, après avoir été projeté par la carriole de sa diligence dans une espèce de petit lac, et qui, plongeant la main, retrouve la béhérite vermeille qu'il avait jetée, enfin qui s'était retrouvée dans les égouts au moment du début de sa torture. Et là, on a le début de l'éclipse. Et je pense que cette dynamique en fait de magnétisme, de corps en fait qui s'éloignent, qui se rapprochent, qui se retrouvent en convergence, en résonance des uns vis-à-vis des autres, les traumatismes qui se répondent et tout. Pour moi, il y a tout Berserk là-dedans. Et si je parle de structure spiralaire ou à ressort ou etc., elle est surtout dans cette question-là, dans cette dynamique de l'éloignement et du rapprochement. Voilà, bon, je trouvais qu'il y avait quelque chose, et qu'on pourrait retrouver dans les autres arcs, quelque chose qui se jouait là-dedans qui était important. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir par rapport à ça, et ensuite, je voulais juste qu'on partage ensemble un extrait du, du dessin animé de l'adaptation en film. Donc j'imagine que c'est le troisième de la trilogie de l'adaptation de l'Âge d'Or en film. Et qu'on voit ensemble la scène de l'éclipse qui est plutôt bien menée. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce que j'ai dit là? Hipstérie, Sora, Rafa, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de cette espèce de tropisme, d'éloignement, de rapprochement des corps, de dialogue entre les traumatismes de chacun, entre les rêves de chacun, les rêves qui se heurtent, qui sont en percussion, Voilà, pour moi, il y a vraiment ça, en fait. La vraie dynamique, c'est des êtres et des corps qui se cognent les uns contre les autres et qui rebondissent les uns contre les autres, qui s'éloignent, qui sont réattirés les uns par les autres et tout. Et c'est autre chose qu'une prophétie, quoi. La prophétie, c'est juste l'habillage dark fantasy d'une œuvre qui repose sur autre chose, je pense. Bon, voilà, c'est juste une proposition, hein. Je sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Alors du coup, Rafa ne réagira pas parce qu'il a dû nous laisser. Il a dû nous quitter. Juste pour abonder dans ton sens, encore une fois, par rapport à ces questions de manière de raconter l'histoire, notamment par le dessin chez Murat, une des raisons qui fait que c'est aussi difficile d'adapter Berserk en animé, et puis en plus ça fera la transition avec l'extrait que tu veux passer, c'est qu'en fait, justement, dans sa manière de capturer les moments, parce que c'est ça finalement, une bande dessinée, ce n'est que une succession de dessins représentant des instantanés. Mais il y a une véritable science du mouvement en fait. Il y a de la fluidité dans les personnages, dans la dynamique, dans les corps, comme tu le disais. Moi, je sais que une des toutes premières images, comme on parlait tout à l'heure de nos premiers contacts avec Berserk, moi, une des toutes premières images qui m'a marqué, ça a été dans le tout premier tome, en fait. Cette scène où à un moment on le voit de nuit affronter une troupe de squelettes, et on a une succession d'images où il se bat à l'épée, et où on a l'impression de voir le personnage se mouvoir, alors qu'encore une fois ce sont des instantanés, c'est le principe de la bande dessinée, mais tout tient finalement dans le découpage, dans le jeu aussi sur les ombres, dans le jeu sur les lignes de fuite, puisque lorsque les corps sont justement mouvants, au lieu de faire des décors qui seraient constitués uniquement de lignes de fuite, comme on le voit souvent dans les mangas, mais c'est vrai aussi dans les comics, le choix qui est fait par Murat, c'est au contraire d'avoir un décor souvent très détaillé, mais ces lignes de fuite portées directement sur les corps. Et donc ce sont les corps qui sont en train de se mouvoir, et vraiment il y a cet effet-là, c'est-à-dire que la ligne, le trait devient beaucoup moins précis. En fait, le trait de, par exemple, Guts qui va donner un coup d'épée, le trait de Guts reste le même, mais
Miura va multiplier des systèmes de hachures pour donner justement ce sentiment de fluidité, ce sentiment d'instantané dans le mouvement, comme on aurait sur une photographie un petit peu floue. Et du coup, cette question des corps qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, en fait, c'est vraiment au cœur de l'esthétique, dans la manière dont il représente les choses. Et je pense qu'effectivement, un des moments où on le voit le mieux, c'est justement ce côté mouvant, ces corps qui s'entrechoquent, c'est dans la scène de l'éclipse. Alors, peut-être que ce sera l'occasion d'évoquer quelque chose qui, pendant longtemps, moi, je suis passé complètement à côté. Je voyais des références à des œuvres d'art chez Miura. Là, pour ça, Alt 236 l'a très bien étudié, que ce soit des inspirations qui viennent de Bosch, qui viennent des labyrinthes impossibles d'Escher, etc., etc. On voit comme ça plein de références. Et c'est pas surprenant, hein, la mère de Murat était enseignée justement l'art plastique et l'histoire des arts. Donc c'est quelqu'un qui a baigné là-dedans. Mais très récemment, par rapport à un des derniers chapitres à avoir été publié au Japon, ça en fait précisément c'est l'avant-dernier, il y a eu des éléments en fait qui m'ont mis la puce à l'oreille et je me suis rendu compte d'une chose que j'avais jamais perçue jusque-là, mais on a parmi les inspirations, parce que c'est pas la seule, mais parmi les inspirations, on a clairement quelque chose de l'ordre du baroque, mais en particulier dans les moments, on va dire, horrifiques comme ceux de l'éclipse. Et donc on aurait une sorte d'horreur baroque qui se développerait sous nos yeux. Mais du coup, peut-être qu'on va commencer par jeter un coup d'œil à la séquence et on reviendra là-dessus après. Mais je pense que c'est un moment qui vraiment va illustrer parfaitement ce que tu disais, c'est-à-dire ce mouvement, parce que c'est une des caractéristiques en fait de l'art baroque. L'art baroque, c'est un art qui est censé représenter le mouvement. Il n'y a pas de mouvement en soi. Enfin, quand on a de la sculpture ou de la peinture, il peut y avoir effectivement de la musique baroque qui, lorsque c'est adapté en ballet, va davantage donner ce mouvement. Mais quand on prend de la peinture baroque, de la sculpture baroque, c'est immobile par définition, et pourtant on a une représentation incessante du mouvement. Donc, écoute, je pense que c'est une parfaite transition. Ouais, c'est une bonne transition. Merci, Hipstery. C'était vachement intéressant. Puis on reviendra sur son ancrage dans l'histoire des arts. Première éclipse. Goethe a donc fait cette erreur, en fait, cette erreur de vigilance suite à cette perte, en fait, qui est le meurtri, qui est le départ de Goethe de la troupe du Faucon. Il décide d'aller voir Charlotte la nuit, de prendre, de saisir, et sans précaution. Il se fait avoir et il avait assez mal géré quelque chose qui aurait pu être appréhendé étant donné l'univers de Berserk, c'est la relation du père avec sa fille. Et le fait que le père ne peut pas supporter que sa fille ait été déflorée ce soir-là. Il est donc torturé, il va être torturé pendant 1 an, ses amis de la troupe de Faucon mis en déroute, Goethe est resté en ermite dans son coin, il réapparaît, découvre une espèce de petit tournoi, se bat contre un des personnages de cette ethnie là orientalisante qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Il apprend à cette occasion que la troupe du Faucon est en fuite. Il se rend compte que Casca est devenu leur chef et Casca a gardé et Rickert ont gardé un espion en fait à l'intérieur de Windham qui est personne d'autre que Charlotte, et par l'intermédiaire de Charlotte, ils décident de monter une mission de sauvetage de Griffith. Ils arrivent à l'appréhender avec l'aide de Goethe qui sauve Casca à cette occasion-là et qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'a jamais été aussi proche de corps, d'amour, de cœur, d'âme,
de son âme sœur Casca, et suite à cette nuit d'amour, il se lance dans une tentative en fait de sauvetage de Griffith. Ils finissent par arriver et par sauver un Griffith dans un état absolument déplorable, les tendons brisés, le corps brisé, écorché, la langue coupée, enfin un Griffith dans un état pas possible, quoi. Et s'enfuyant et fuyant leurs assaillants, se retrouvent près d'un lac dans lequel Griffith finit par tomber, ramasse une béhérite. Au passage, juste avant, ils ont été pourchassés par le Nazik, qui est un autre apôtre, qui va être détruit par Goetz, puis par Zod. Et après avoir ramassé la béhérite, Griffith va se retrouver confronté au seul choix qui a dominé sa vie, c'est-à-dire y aura-t-il sacrifice de l'autre? Et là l'éclipse, et là la merveille qui nous a tous bouleversés. Alors bon, en adaptation, ça a moins de force qu'avec l'ancrage de Miura, mais profitons de ce petit moment-là, l'éclipse. C'est parti. Alors en fait, par rapport à la manière dont on traite le Moyen-Âge, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses dont on parlait un petit peu avant de la partie avec Philippe et Sora aussi d'ailleurs. Sora, si tu veux intervenir. Je vais laisser la... Ouais, désolé pour la version il y avait des éléments qu'on avait évoqués. Le fait que, en réalité, ce Moyen-Âge, peut être presque daté par rapport au Moyen-Âge que nous on connaît. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. On en a discuté nous avec mes tout à l'heure. Je viens juste de finir Silent Hill 2. On peut facilement identifier ça à la guerre de 100 ans. Mais surtout, il y a ce moment... Tout à l'heure, Philippe parlait du fait qu'on avait ce mouvement en spirale, qu'on revenait sur des événements un petit peu similaires, qu'il y avait une attirance autour de ces événements. Et en fait, l'éclipse, c'était pas un hasard si véritablement en fait de l'ordre de la culpabilité. Il y a vraiment l'idée d'une renaissance pour le personnage de la femme de Griffith, et qui a une reconstitution à la Lost Highway de ses errances. Mais finalement, il y a d'autres moments où on va avoir des renaissances. C'est-à-dire que dans les arcs suivants, le moment où juste après, un des God Hands qui lui dit qu'il renvoie être confronté à l'équivalent de l'Inquisition, on a aussi une scène de renaissance. On a cette idée du pour château. Pour voir réapparaître le personnage de Griffith, parfois on parlait château qu'on a déjà vu dans la première scène. Ensuite, il y a le fameux arc contre les... Alors je sais pas si on dit les Kushans ou les Kushan, mais du coup contre un peuple qui représente un peuple du Moyen-Orient. On pourrait identifier en fait ça aux croisades, cette lutte-là, et comme finalement ils viennent aux frontières du mainland, c'est quasiment, on arrive quasiment au moment finalement où on a d'escalier en fait l'attaque des Ottomans sur Constantinople, la prise de Constantinople par les Ottomans. Pour certains historiens, ça marque cet événement-là, la fin du Moyen-Âge. Or, heureux hasard, juste derrière, qu'est-ce qui se passe? Son dépassement de l'humanité à lui. On est dans un univers alternatif où Griffith empêche cette invasion par les Kushans / Ottomans, et le fait de franchir une espèce de au contraire, il ramène une civilisation de l'Antiquité qui rappelle et ce qui est intéressant, à bien des égards l'Empire romain. Notamment, on voit plein de références aux faucons, aux griffons. La montagne à gravir et de cadavres, mais que la porte à ouvrir est s'appelle Griffith. Il y a toute un symbolique au choix des termes. Mais on a donc le début
de l'arc qui s'appelle Fantasia, où on a donc accumuler l'intensité cette ville gigantesque avec des colonnades, des temples, etc., qui nous rappellent l'Antiquité romaine. Ça, évidemment, ça nous fait penser au tout début de la Renaissance, avec la redécouverte, notamment d'œuvres de l'Antiquité, mais aussi de statues de l'Antiquité. Par exemple, c'est la période de la Renaissance, avec le chantier romain. Justement, on reconstruit Rome à la manière de l'Antiquité. Mais c'est le moment où, par exemple, on redécouvre des œuvres comme des statues de l'époque hellénistique, le cèdre là au colon, où on voit un homme et ses enfants en train de se faire étouffer par un serpent. Ça se trouve aujourd'hui, de nos jours, dans le musée du Vatican. Donc voilà, il y a vraiment cette symbolique ici. On est sur la toute fin du Moyen-Âge, le début d'une Renaissance. Et donc ces renaissances successives, d'ailleurs souvent autour du personnage de Griffiths, soit dit en passant. En intensité. Quant à la question du sacrifice, parce que c'était quand même de ça qu'on était parti, grosse différence par rapport à la vision traditionnelle qu'on peut avoir du sacrifice chrétien. C'est en cela que je trouvais intéressant la remarque de Big Darch, comme quoi effectivement on a un petit peu le regard sur le christianisme, mais digéré par un japonais et restitué par un japonais. C'est que finalement, dans la vision classique du christianisme, qu'est censé faire Jésus? Il est censé, lui, se sacrifier, etc. pour, et en fait, on a en même temps un traumatisme du viol permettre à l'humanité d'être pardonnée. Alors, qu'est-ce qu'on pardonne à l'humanité? En fait, c'est tout l'héritage du péché originel, donc qu'aurait commis Adam, le premier homme, et donc Jésus serait censé, par son sacrifice, permettre de donner cette faute originelle. Bon, voilà, c'était le sacrifice sur lesquels je voulais revenir. Dans Berserk, c'est exactement l'inverse en fait. Il ne s'agit pas de se sacrifier soi-même pour mettre aux autres d'être sauvés. Il s'agit, dans le cas de Griffiths, alors je vais juste dire une chose, puisque l'éclipse c'est quand même un petit peu le moment où en fait atteindre le statut d'un dieu. Avant un retour bien plus tard, Griffiths disparaît, il est remplacé par, il renaît plutôt ce statut divin, puisqu'en fait en devenant Femto, et bien le détail des notions Rafa, je le disais tout à l'heure, qui était vraiment des notions disparues, il nous a quittés, il vient d'être remplacé par Big Darch. Donc, je tenais à dire salut Big Darch qui est parmi nous, si tu veux dire quelques mots. Jésus aussi, le Fils, comme on dit. Bonsoir à tous déjà. Très souvent, c'est en réalité, c'est Dieu qui se serait incarné dans un être humain. Et en se sacrifiant, en mourant, il retrouve son statut de Dieu, d'où la symbolique de la résurrection puis de l'ascension. Là, ici, avec Griffiths, c'est pas la même chose. On a subi des dégâts physiques, etc., et en sacrifiant les autres, eh bien, le physique est restauré et on atteint le statut de Dieu, puisqu'on fait partie, littéralement, pour le coup, des God Hand, de la main de Dieu. On devient l'un des 5 doigts finalement de cette jugement de valeur d'un monothéiste sur la religion. Donc en fait, pour le coup, il y a un renversement qui s'opère vis-à-vis de la représentation du sacrifice dans le christianisme. Et donc, mine de rien, implicitement, la notion de mal est liée. C'est juste qu'elle n'est pas forcément énoncée directement, mais elle est sous-entendue. C'est-à-dire que si on part du principe que d'un point de vue chrétien, le bien serait donc ce fameux sens du sacrifice pour les autres, que ça incarnerait donc le bien, et bien dans ce cas-là, ce que fait Griffiths, qui va totalement à l'opposé, ça peut être perçu comme une forme de mal. Et pourtant, il atteint ce statut de Dieu grâce à cela. Donc il y a toute cette ambiguïté qui est posée, et c'est sans doute justement un des points intéressants qui fait dire que, comme disait Rafa tout à l'heure, on nous laisse quand même nous interroger sur la situation. C'est pas du relativisme, on nous laisse nous interroger sur ce positionnement. On ne tranche pas pour nous.
Je voulais juste Alors, souligner je voudrais, le fait qu'il y a une on va digestion du pas christianisme tarder au à Japon clore, qu'on à retrouve clore dans tout des œuvres ça. comme C'était Evangelion intéressant. Je ou revois aussi à ce que où dit là Alain Gem sur je viens de le fait finir que la Silent théorie Hill des 2 en Guts fait, tire beaucoup Biggie. plus Donc c'est pour ça que mécanique cabalistique. j'ai été très marqué par la lecture d'un copain qui lui insistait sur le fait qu'il y avait une Et relecture que de Clifos, ouais, de, notamment. de Crime et Châtiment à l'intérieur de Vas-y, si ça, tu veux développer et sur ça. je trouvais qu'il y Non, avait non, il y a une quelques passages appropriation effectivement qui par font les Japonais très clairement de référence l'univers chrétien au qui Saint était Testament, propre à eux et qui et n'était pas alors celui même d'un pas n'importe Scorsese quoi dans le Saint ou Testament, mais d'autres. des lectures effectivement Maintenant, par kabbalistiques. exemple, sur la question du Mais bon, sacrifice, voilà, c'est juste là je pensais au et c'est ça Clifos, qui mais nous intéressait il y ici a dans le cadre de il y a l'Eclipse, d'autres passages. ça veut dire que Parce que là, il est clairement évoqué dans on n'a t'as c'est pas vraiment un Jésus endroit sur qui la s'appelle croix, là, comme ça, et dire ça que c'est on typiquement a, une évocation je de sais pas l'Ancien à quel Testament. univers religieux rattacher la conception du sacrifice chez Miura, mais sûrement pas un univers chrétien, par exemple. Tu vois? Alors, est-ce que je vais laisser Epistéry parce qu'Epistéry, je pense qu'il a une bonne connaissance, au niveau historique, en tout cas, de le Moyen Âge et tout ça. Moi, quand je lis Berserk, en fait, pour te dire mon ressenti propre, pas d'intellectuel, hein, vraiment de jeune de l'époque, quand il a découvert ce manga, j'avais l'impression que c'est un Japonais qui essaye de faire du Warhammer. Parce que Warhammer, c'est de la dark fantasy par des occidentaux, en fait. Et sauf que là, j'avais l'impression de ça, en fait. Alors maintenant, History, j'aimerais que tu reviennes sur ce que disait Philippe, sur qu'est-ce qui fait une différence, en fait, entre la chrétienté médiévale vraiment européenne, que bah, toi, tu dois connaître en tant que prof d'histoire, et cette version un peu fantasy, et qui dérive, en fait, un peu des codes chrétiens. De toute façon, il y a le tournant orientalisant de Berserk, donc la première, le premier personnage en fait intervient lors dans une arène que Guts rejoint dès le tome 10 ou 11, nous permet de nous rendre compte qu'effectivement Miura est allé chercher des influences au niveau religieuse ou autre, du côté
du côté de certaines religions orientales, et donc effectivement peut-être aussi du côté de la Kabbale d'autres univers. Donc c'est vrai que c'est comme pour SNK à ce niveau-là, un univers qui prend de l'épaisseur en fait au niveau de ses références. Moi je me suis permis de vous mettre un petit montage autour de la relation entre Goetz et Casca pour rappeler aussi quelque chose qu'on retrouve et qu'on n'a pas envie de voir, qu'on retrouve par exemple dans le Monster d'Urasawa ou dans les œuvres d'Urasawa, c'est-à-dire que face au monstre, face à la dynamique monstrueuse, parce que pour moi il y a moins un monstre qu'un dispositif de corps, de magnétisme, de rapprochement, d'ouverture de portes, etc. La monstruosité elle est plus là que dans ses incarnations successives, mais que assez régulièrement, en fait, Miura nous propose des contrepoints qui nous irritent. Par exemple, je pense qu'on est beaucoup, sur notre première lecture, à avoir été irrité par les tentatives humoristiques de Miura, Pluck qui part avec la Béhérite en la tenant par le nez et l'œil, avec une Béhérite qui devient une espèce de personnage de comédie américaine, comme ça un peu grotesque, avec le personnage du jeune homme, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le jeune homme qui est pris sous l'aile de Goetz, et ces différentes bouffonneries en fait, quoi. Et en même temps, là, en relisant les premiers arcs, par exemple, Pluck est aussi un personnage qui est sensible aux émotions et qui est particulièrement sensible au mélange vertigineux d'émotions qui est présent chez Goetz. Et c'est vrai que il y a aussi un petit peu ça. Ça veut dire que il faut sans doute pas mépriser en fait les tentatives de Miura du côté du comique, du côté de l'exploration d'autres genres, dans la mesure où c'est sa façon à lui peut-être de nous montrer en fait la tornade d'émotions qui est présent et qui tiraille chacun des personnages. Et je pense que c'était important aussi de rappeler qu'il y a une exploration de l'humain, une exploration de la vie, une exploration du random, une exploration de ce qui échappe de ce qui fuit, des lâchetés humaines, des moments de courage, cette jeune fille qui en aide d'autres à l'intérieur de ce camp, au pied de cette montagne catholique dégueulasse, tenue par cet apôtre ailé à la mâchoire carrée, qui viendra affronter Goetz à la fin de cet arc-là. Il y a aussi cette exploration, il y a un mélange de cauchemar et de tendresse, d'aube et de désespoir, qui est quand même important et qui est peut-être lié aussi un peu à l'univers de la dark fantasy, quoi. Et c'est un genre que je connais pas assez pour aller dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a moins une réflexion sur le barbare, la nature, la non-civilisation et l'humain, qu'une réflexion sur ce qui résiste en fait à la brutalité du monde, quoi. Qu'est-ce qui reste en fait une fois que tout a été écrasé? Et il y a ça aussi, à mon avis, chez Berserk. Je pense aussi qu'il y a deux autres pistes de réflexion qui sont fondamentales. Alors, une qui a été bien explorée par Alt, qui est celle de l'inscription de Berserk dans la littérature mondiale et dans l'histoire des arts mondiaux, à travers son jeu de référence, l'influence de Bosch, son inscription, comme le disait Biggie, dans le Warhammer, et puis aussi dans un certain nombre d'imaginaires culturels différents. Donc il y a vraiment cette réflexion-là. Je pense qu'on a bien développé la réflexion autour de l'épique. Et il y aurait une dernière réflexion aussi à apporter, au-delà de la place des femmes aussi, qui est quand même très, très importante dans cette œuvre. C'est qu'est-ce qu'une œuvre inachevée, en fait. Je pense à X2 Clan, je pense à Nana, je pense à Vagabond, pour le manga, hein, je pense à Berserk là maintenant, en fait. Qu'est-ce que c'est l'inachèvement, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce qui est suspendu, en fait? Ce qui nous reste, c'est les deux dernières planches de Berserk qui sont absolument magistrales. Ce qui nous reste, c'est les derniers allaitements d'un personnage de Goetz, qui est celui qui
qui met en crise le destin, en fait, celui qui est imprévisible, celui qui va résister à, celui qui va avoir moins un rêve à lui qu'une épée à brandir, la force qui va il y a quelque chose de très émouvant dans le personnage de Goethe, à mon avis, sur sa tentation à devenir monstre à son tour pour happer le monstre. C'est une œuvre magnifique et c'est une gigantesque tristesse en fait aujourd'hui que d'apprendre la mort de Miura. Je ne sais pas si vous voulez conclure sur un élément ou un autre, chacun, n'hésitez pas. Alors moi peut-être, je voudrais conclure, parce que tu l'avais annoncé au tout début, parce que finalement même si Berserk c'est l'œuvre majeure de Miura, c'est une œuvre qui est importante, je pense, dans l'histoire de la littérature, des arts, etc., au-delà du manga. Il a produit d'autres choses, et notamment la toute dernière en date, qui est pour le coup... Alors, récemment, il avait fait, déjà en 2013 ou 2014, il avait fait une œuvre qui s'appelait La Gigantomachie, qui était un one-shot. Il a finalement rien fait d'autre que Berserk depuis 92, il me semble. Entre ça et La Gigantomachie, il s'est passé 20 ans à peu près, pendant lesquels il n'a rien produit. Et puis il s'est lancé il y a quelques temps, alors ça va faire bientôt 2 ans, dans une autre série au long cours, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes du coup, mais bon, comme chacun le sait, Miura prenait beaucoup de temps pour produire ces épisodes. Il y a eu de mythes qui ont tourné autour du temps qu'il pouvait passer à produire ces épisodes. Il suffit de voir la qualité de ce qui est produit, ne serait-ce qu'en termes graphiques, pour comprendre que bon, voilà, il était sans doute passé sans doute beaucoup de temps là-dessus. Évidemment, le contexte du décès qui est lié à un problème aortique, sans doute lié au stress. Enfin, ça interroge aussi par rapport au travail. Et il se trouve qu'en fait, dernièrement, il avait réussi à produire des épisodes de Berserk de manière un petit peu plus régulière. Alors on peut se poser la question du coup de ce qu'il aurait pas mieux valu qu'il retarde davantage. Et en parallèle, il s'était lancé donc dans une autre série. Et alors tout de suite, quand il a lancé cette autre série, il y a eu de par le monde différentes réactions de fans sur Twitter pour dire bon bah c'est bon, on aura encore moins d'épisodes de Berserk, c'est mort. Et en fait non, il avait réussi à alterner comme ça, comme si ça avait été quelque part une sorte de porte de sortie pour lui, de soulagement, de pouvoir faire ça. Et en réalité, je pense que dans quelques temps, ce sera peut-être intéressant de reprendre les quelques épisodes qui ont été produits donc, de cette série qui s'appelle Duranki, et de les mettre en parallèle avec Berserk, parce que pour le coup, on est sur des choses qui sont un petit peu en parallèle, mais pas vraiment en parallèle, en symétrique ou en miroir. Par certains points, les deux sont opposés, mais en même temps, ils se ressemblent énormément. Duranki, littéralement, ça signifie le lien entre le ciel et la terre. Et ça nous présente un personnage, un protagoniste principal qui s'appelle Uzungalu, qui est un être androgyne. Alors ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Philippe sur la question de la place des femmes, les personnages féminins petit à petit, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette œuvre qui est restée en suspens, qui est inachevée, petit à petit les femmes ont pris de plus en plus de place dans Berserk. Alors ça ne devient pas les personnages principaux non plus, mais la place des femmes a changé au fur et à mesure du temps. Pendant longtemps, on voyait ça aussi effectivement de manière... on avait l'impression que Berserk c'était une représentation très misogyne, avec ce Dark Swordman qui a un canon à la place du bras, une arbalète, une grosse épée, etc., etc. Et souvent on le résumait à ça. Dans Duranki, Uzungalu, c'est en fait un personnage androgyne et qui est dès le départ présenté comme tel. C'est-à-dire qu'en fait, on sait
qu'il n'est ni homme ni femme, mais un petit peu des deux. Et que du coup, d'entrée de jeu, c'est un être qui est créé par les dieux, par deux dieux de la sagesse. Alors, on n'identifie pas, mais qui nous viennent apparemment de deux mythologies différentes. Alors, on n'est plus du tout dans un cadre chrétien ou même, enfin, judéo-chrétien, mais même lié à la Kabbale, mais vraiment dans le cadre d'une mythologie avec beaucoup de références aux mythes sumériens et babyloniens, notamment donc du Moyen-Orient. Et en même temps, on sait que les autres dieux vont sûrement haïr cette. Alors, il est présenté comme une créature, alors c'est un être humain, hein, mais présenté comme une créature, vont haïr cette créature parce que ce sont deux dieux de la sagesse qui lui ont donné naissance, donc ils vont s'en méfier. Et en plus, il risque de voir le fait que c'est un être androgyne comme quelque chose qui va remettre en question le modèle de société dans lequel ils vivent. Et donc en fait on a un héros qui sur le papier a priori paraît frêle, à la différence du Dark Swordman, mais qui en même temps passe son temps à se servir de sa raison, de sa réflexion, de son intelligence pour résoudre des situations. Et on est beaucoup plus par rapport à ce que disait Philippe sur quelque chose, sur une atmosphère qui paraît très positive. On est dans il y a un personnage un peu à la Puck qui s'appelle Pan. On a beaucoup de scènes d'humour, etc., etc. Et en même temps, on n'est pas perdu. Quand on arrive de Berserk et qu'on lit du Ranki, on sait où on met les pieds. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on affronte des monstres, et même si c'est pas traité du tout de la même manière que dans Berserk, eh ben on reconnaît la patte de Miura, évidemment dans le dessin, mais même dans la manière de raconter les choses, même dans la façon de découper les histoires, les scènes, des passages avec des pleines pages, ou d'autres moments où justement ça joue sur le mouvement, comme je le disais tout à l'heure. Et donc en fait on n'est pas perdu, on a l'impression d'être dans un univers similaire à celui de Berserk, peut-être même d'ailleurs potentiellement le même univers, mais on va nous raconter quelque chose qui est fondamentalement similaire par plein d'aspects et en même temps profondément différent. Et je pense que ce sera intéressant de s'amuser à faire une comparaison entre les deux. Il semblerait que beaucoup se posaient la question de quelle va être l'orientation donnée par Miura à Berserk depuis qu'il y avait eu donc le passage sur l'île des elfes. En parallèle, il a produit ça et on voit que quelque part, même si on a associé Berserk à quelque chose de très sombre, c'est de la dark fantasy, donc oui, fondamentalement c'est sombre, il y avait d'autres choses qui se jouaient dedans, et il faudrait peut-être ne pas oublier que effectivement ce n'est pas que ça Berserk, et puis surtout Miura, ce n'est pas non plus que ça. Mettre les deux en parallèle, je dois vous avouer que moi ces derniers mois à lire les deux en parallèle, quand à chaque fois qu'il y avait un épisode qui sortait, bon alors ok, c'était pas très légal, mais je voulais pouvoir le suivre avant qu'on ait les traductions officielles, je veux dire, en volume, ça avait quelque chose de très intéressant, mais en même temps de très réconfortant, et c'est pour ça que je suis d'autant plus touché, et ce sera sans doute ça ma conclusion, je suis d'autant plus touché par ce décès de Kentaro Miura, que j'ai l'impression que ces derniers temps, Kentaro Miura faisait vraiment ce qui lui plaisait, ce qu'il avait envie de faire, et je suis triste, et en même temps je me dis que je suis content d'avoir connu cette période-là. Mais bon, évidemment, le choc reste fort. Je m'arrêterai là. Alors moi, je vais revenir, c'est bien parce que tu me fais un peu une transition, pareil sur l'idée de comparaison. Moi, mes références Dark Fantasy, je sais pas si c'est connu ou pas, en fait, je me rends pas compte, parce que je sais qu'il y a eu des adaptations en BD et en comics, mais il n'y en a pas eu encore au cinéma, et je me dis peut-être que c'est un peu trop sombre justement pour être encore
c'est Elric de Melniboné, Stormbringer. Je sais pas à quel point c'est connu chez les jeunes aujourd'hui ou même chez les moins jeunes. Je me rends pas compte de la popularité de ce truc-là. Pour moi, c'est une œuvre de référence de la dark fantasy, donc c'est de la littérature. Moi, j'ai le jeu de rôle aussi, j'ai même les 2, j'ai Stormbringer et Elric. Et donc Elric de Melniboné, il y a pas mal, en fait, je pense que consciemment ou inconsciemment, parce que c'est vraiment une œuvre majeure, qu'elle soit connue ou pas, hein, je pense, au niveau mythologique, référence visuelle. C'est un personnage qui est androgyne, qui est albinos, et il y a ce côté qu'on retrouvait en tout cas dans les premiers. Moi, j'ai lu que le début de Berserk, hein, j'ai lu les 14, 15, 16 par là. Attends, 13, jusqu'au 13, sûr. Il y avait ce côté dès le début de la mise en scène. Par la mise en scène, en fait, il y a un côté inéluctable dans Berserk, c'est-à-dire qu'on voit Guts, Gatsu, il est vieux et très vite, on revient dans son passé. Et il y a un côté par ce procédé-là, en fait, il y a un côté inéluctable. Et cette inéluctabilité-là, en fait, c'est du nihilisme, mais pas au sens nietzschéen de surhomme déterministe. Enfin, c'est le contraire, justement. Voilà, c'est pas du nihilisme au sens nietzschéen, c'est du déterministe fataliste. Il y a un côté fataliste, il y a un côté Terminator 1, si vous voulez, si je vous une référence plus connue. Il y a un côté comme ça, en fait. On ne contrôle plus les aléas de Jack Taes, les dés sont jetés. Vous avez mélangé le paquet de cartes, et même si vous ne savez pas la carte qui va sortir, la carte, elle va plus bouger. Vous n'avez plus le droit de remélanger le paquet. Tout ce que vous pouvez voir, c'est l'ordre dans lequel les cartes vont tomber maintenant. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et donc, chez Elric, ça va vachement loin, chez Morcock, parce qu'il a carrément fait des cycles. C'est-à-dire que c'est la même histoire. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais il n'y a pas qu'à Elric qui arrive des choses. Il y a ce schéma du héros de cet empereur. Hein, enfin, cet empereur, c'est peut-être le, voilà, Elric de Melniboné, de ce champion, voilà, et qui va affronter le chaos. Et quand je dis affronter, je mets un jeu de mots derrière ça. Ben voilà, si vous ne connaissez pas Elric, je pense qu'il y a une vraie comparaison à faire à Berserk, voire, sans que ce soit vraiment similaire. Je pense que c'est vraiment une œuvre influente. Voilà, c'est là-dessus que je voulais amener ma petite note. Ouais, ouais, non, t'as raison de rappeler que on est face à une œuvre qui est quand même, bon voilà, qui a inspiré un certain nombre d'univers d'aujourd'hui, qui a eu énormément de résonance, même en dehors de l'univers propre du manga, que ce soit du côté du jeu vidéo. Après, on pourrait revenir aussi, hein, dans les premières planches de Berserk, il y a une espèce d'incube, en fait, qui le parasite au moment de son sommeil et qui stimule des cauchemars. Et on est face à une créature qui ressemble beaucoup à celle de Giger et à l'alien, quoi. Donc par la suite, il y a des plumes qui apparaissent, il y a des poils, il y a un mélange d'organique et même de biomécanique par l'intermédiaire de son arme. On est bien face à quelqu'un qui travaille la monstruosité, en fait, dans un sens qui est celui qui sera abordé depuis les années 80 en Occident, quoi, et au Japon. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est une œuvre un peu somme. C'est une œuvre qui aura un héritage. Est-ce que, pour conclure un peu sur l'inachèvement, je pense que Miura nous a tout donné. N'oubliez pas qu'il y a un chapitre caché de Berserk sur lequel il faudrait revenir aussi, qui témoigne à nouveau un petit peu de ce schéma en spirale, mais je vous laisse le découvrir. La relation entre Goetz et, et Griffith, est-ce qu'elle n'est pas déjà écrite? Sans doute. Est-ce qu'on a vraiment eu accès à l'histoire des 4 autres God Hands? Non. Est-ce que va devenir Casca? Quelle sortie de traumatisme lui est proposée? Bon, n'oublions pas les dernières, quelle est la représentation de cette espèce de personnage qui apparaît sur la plage? Qui est-il? Effectivement, c'est une œuvre qui est empreinte de mystère, en fait, quoi, et qui va nous emmener chacun à aller vagabonder. C'est vrai qu'il y a une différence, je suis d'accord avec Hipster sur ça. Moi, j'ai l'impression que du côté de Nana ou du côté de Vagabond, on est face à une autrice et un auteur qui sont allés au bout de leur truc et qui savent pas. Disons que du côté de Vagabond, pour moi, Inoue, il a essayé de réinventer Sasaki et il est pas, enfin, Kojiro Sasaki, il est pas forcément, il a eu du mal
a retrouvé un équilibre après s'être éloigné de la pierre et le sabre. Du côté de Nana, une fois la scène sur le pont passée, il y a une tentative d'ellipse et d'avancer 10 ans plus tard, qui arrive pas à retrouver la force de l'épisode avec Takumi ou avec d'autres. Est-ce que dans Berserk, je suis assez d'accord avec Hipsteri, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'effectivement il y avait un rebond, qu'il avait des choses encore à dire. Il y a des choses qui ont été écrites, par exemple, ça il faut le savoir. Et effectivement, il y a un héritage, il y a du texte de Berserk qui a pas encore été effleuré. Est-ce qu'on aura accès à ce texte-là? Je sais pas. En tout cas, on était face à un monument d'émotion surtout. Je pense qui nous a bouleversé dans la forme, mais aussi dans cette espèce de tiraillement des personnages, quoi. Ces personnages qui sont moins les objets du destin que des objets d'un certain nombre de pulsions, de force, d'émotions, d'un mélange de courage et de fuite, d'amour et de détestation, de viol et de tentatives de dépassement des traumatismes. C'est vraiment une œuvre qui est très très forte sur ça, quoi. Et aujourd'hui, ça a été un choc pour beaucoup d'entre nous. Euh, donc voilà, c'était effectivement pour conclure sur ça. On vous remercie à tous de nous avoir accompagnés ce soir. Euh, c'était c'était l'occasion de partager un petit peu ces émotions-là et d'essayer d'aller creuser progressivement dans d'autres directions, quoi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Sora, merci à Hipsteri, merci à Rafa, merci à Majax d'avoir été là avec nous ce soir. Prochainement, on vous proposera d'autres trucs. Vous verrez, on travaille en ce moment sur Double Face, sur un live plus créa. Flo, on va le faire, notre live Higurashi. Ça va être chouette, quoi. Donc voilà, on a partagé ce moment de tristesse là. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite une jolie nuit à tous, quoi. Et puis bah en espérant se retrouver très bientôt, quoi. Voilà. Je disais surtout merci, merci à toi de nous avoir réunis à cette occasion-là. C'était un petit peu improvisé, mais bon, c'est les circonstances c'était les circonstances qui voulaient ça. Mais effectivement, merci à Big Darge, merci à tous les présents, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et merci Philippe, encore une fois, de nous avoir proposé ça. Et merci Murat. Surtout, merci Murat. Merci à tous pour ce soir et on vous souhaite la plus jolie des soirées. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.